Bien, donc après avoir étudié à la fois l'approche algébrique et l'approche graphique concernant la résolution du problème du choix du consommateur, donc on va attaquer la dernière section aux parties concernant ce deuxième chapitre qui traite bien sûr de l'équilibre du consommateur. Savoir l'interprétation économique du multiplicateur de Lagrange, donc on avait noté donc lambda. Donc je rappelle le programme du choix du consommateur, donc c'est toujours un consommateur rationnel qui est en situation de rareté et forcément donc il a envie, son objectif c'est de réaliser ou d'atteindre, d'obtenir le maximum de satisfaction qu'on représente par la fonction d'utilité, mais il est limité. Il est limité par quoi? C'est quoi l'obstacle? Eh bien, c'est son budget. Son budget n'est pas illimité. Donc, il ne peut pas choisir n'importe quelle combinaison. Donc, il doit respecter ou choisir les combinaisons qui respectent l'égalité entre le revenu, le budget et bien sûr la dépense XPX plus YPY. C'est combien il paye pour acheter les quantités des biens X et des biens Y. Alors, la solution, bien sûr, donc on avait dit qu'il y a une solution algébrique, n'est-ce pas? Solution algébrique ou analytique, si vous voulez. Algébrique. Et puis, on a aussi étudié, traité la solution graphique. Donc, suivant donc les questions, on peut soit vous demander de trouver la combinaison optimale via l'approche algébrique ou à travers les graphiques, bien sûr. Alors, la solution algébrique, bien sûr, donc on utilise le Lagrangien. Le Lagrangien, donc, il dépend de x, y, donc toujours les variables ou les quantités que je cherche. Qu'est-ce que je cherche à calculer? Je dois avoir x étoile, y étoile. Donc, je dois avoir x, y dans le Lagrangien, plus le multiplicateur de Lagrange, bien évidemment. Et avec les conditions de premier ordre, d'accord? Alors, je rappelle, pour ce premier semestre, puisque vous n'avez pas encore étudié le calcul matriciel, en tout cas, peut-être pour les gens qui ont un bac économie, n'ont pas cet outil-là, eh bien, on ne va pas étudier les conditions de second ordre, parce que ça aussi, ça fait partie de la résolution de ce programme de maximisation. Mais voilà, puisque vous n'avez pas encore étudié ça, donc on va le reporter au deuxième semestre. Donc, c'est pour ça que dans les examens de premier semestre, concernant x étoile, y étoile, on va vous demander uniquement d'étudier les conditions de première, c'est-à-dire travailler uniquement avec les dérivées premières. Donc les dérivées secondes, on ne va pas les utiliser. Donc uniquement les conditions de premier ordre, bien sûr, donc c'est-à-dire les dérivées premières de Lagrangien par rapport à x, y, lambda, etc. Et donc ça nous donne bien sûr après donc l'égalité, enfin la condition d'optimum, ça va nous donner x étoile, y étoile. Très bien. Ensuite, la solution graphique, bien sûr, donc on va représenter différentes courbes d'indifférence, qui représentent niveau de fonction d'utilité différents, et puis la droite budgétaire, on va la représenter aussi. Et donc le point d'équilibre, c'est le point de tangence, comme on a expliqué la dernière fois, donc de tangence entre la droite budgétaire et la courbe d'indifférence la plus élevée. Donc la plus élevée, pourquoi? Parce qu'on cherche le niveau d'utilité le plus élevé, le maximum. Très bien. Voilà un petit peu un résumé donc le schéma de manière schématique. Maintenant, donc on va s'intéresser à la signification du multiplicateur de Lagrange. Donc on va y aller. Donc signification ou interprétation de lambda. Très bien. Alors, on va démontrer en fait que ce lambda, il a une interprétation économique consistant à dire finalement que lambda, ça va être l'utilité marginale du revenu. Alors, l'utilité marginale, vous connaissez, donc c'est toujours le supplément d'utilité que j'obtiens quand je vais consommer une unité supplémentaire d'un bien, d'un service. L'utilité marginale du revenu, c'est quoi? Ça sera toujours le supplément d'utilité que j'obtiens, mais au lieu de dire
lorsque je vais consommer une unité supplémentaire d'un bien, donc je vais dire lorsque je dépense, puisqu'on parle de revenus, lorsque je dépense une unité monétaire ou une unité du revenu, si vous voulez, supplémentaire, c'est-à-dire un dirham supplémentaire. Alors bien sûr, hein, quand je dépense un dirham supplémentaire, bah, c'est pour acheter des unités supplémentaires d'un bien. Et donc quand je consomme des unités supplémentaires d'un bien, ça va me procurer un supplément, bien sûr, de satisfaction. Donc, c'est ce qu'on appelle l'utilité marginale du revenu. OK? Alors, dans une approche cardinale, donc lambda est considéré ou interprété, considéré comme l'utilité marginale, d'accord, du revenu. Comme l'utilité marginal du revenu à l'optimum, bien sûr. Donc c'est très important, on le souligne. Comme l'utilité marginale du revenu à l'optimum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça nous indique le supplément, donc l'utilité supplémentaire, procurée par, c'est-à-dire donnée, ou obtenu par la dépense, c'est-à-dire lorsqu'il va dépenser la dépense d'un dirham supplémentaire. OK? D'un dirham supplémentaire. Et effectivement, donc quand je dépense un dirham supplémentaire, OK, donc un dirham supplémentaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais acheter des unités supplémentaire d'un bien. On peut prendre le bien X. OK. Ces unités supplémentaires, bien sûr, ça va me donner une utilité supplémentaire. Voilà. Voilà un petit peu le raisonnement. Donc, je dispose d'un dirham supplémentaire, eh bien, je vais l'utiliser pour acheter des unités supplémentaires d'un bien. Et ça va me donner une utilité supplémentaire, donc utilité marginale du revenu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lambda est égal à l'utilité marginale. Donc, je mets U indice M du revenu. OK? Voilà. Donc, ça veut dire quoi l'utilité marginale du revenu? Eh bien, toujours, utilité marginale, ça veut dire la variation de l'utilité totale. Toujours. Donc, je mets delta U total. Et après, je regarde cette utilité totale. Il varie à cause de quoi? Ben ici, bien sûr, il varie à cause de la variation de la consommation. Mais ici, on vous dit l'utilité marginale du revenu. Donc, la variable X, je la remplace par R. Ça veut dire que c'est le revenu qui varie. Donc, lambda, ce sera la variation de l'utilité totale, toujours, utilité marginale, par rapport à la variable, la variation de la variable. Ici, la variable, c'est R. Donc, delta R. Ou si vous voulez aussi, on l'écrit, lambda est égal à DU sur DR. Comme ça, on prend en compte toutes les variations, que ce soit discrètes ou continues. D'accord? Quelle que soit leur valeur. Donc, lambda est égal à DU sur DR. OK? Très bien. Donc, on va faire la démonstration. OK? On va démontrer cette formule. Très bien. Alors, pour la démontrer, donc, je vais partir de la différentielle totale de la fonction d'utilité. OK? La différentielle totale. Pardon, je vais juste rapprocher un petit peu le téléphone. Très bien. Non, c'est pas encore bien réglé. Excusez-moi. Allons-y. Donc, démonstration. Très bien. Donc, je vais partir de la différentielle totale de la fonction d'utilité. Donc, du, x, y. On avait déjà donc donné la définition de la différentielle totale de la fonction d'utilité. OK. Lorsqu'on avait fait la démonstration concernant le TMS, vous vous rappelez, hein? Donc, TMS dans le cas de variation continue. Donc, du, c'est la dérivée de u, je rappelle, par rapport à x fois dx, plus la dérivée de u par rapport à y fois dy.
Ok? Donc, ce qui nous donne, bien sûr, donc E' de x, voilà, fois dx plus E'y fois dy. Ok? Très bien. Donc, ça, c'est la différentielle totale. Donc, il mesure quoi? Je rappelle, la variable ou l'impact de la variation simultanée de x, y sur la fonction d'utilité u. Ok? Très bien. Or, selon les conditions de premier ordre, donc parce que lambda il est défini à l'optimum, hein, donc quand on parle de l'utilité marginale du revenu, c'est pas dans n'importe quelle situation, c'est lorsque le consommateur il est à l'optimum, à l'équilibre. Donc, or, selon les conditions de premier ordre, c'est-à-dire à l'optimum, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a U' de x qui est égal à lambda px. Donc ça, c'est la première condition de premier ordre. Si vous vous rappelez, hein, ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes. Hein, donc, U' de x est égal à lambda px. Pourquoi? Parce que je dérive le Lagrangien par rapport à x, ça me donne U' de x moins lambda px est égal à 0. Donc, U' de x est égal à lambda px. Et la deuxième condition de premier ordre, c'est qui correspond à la dérivée du Lagrangien par rapport à y. Qu'est-ce qu'il me donne? U' de y qui est égal à lambda py. Ok? Très bien. Donc, qu'est-ce que je remarque? Eh bien, j'ai l'expression de U' de x et celle de U'y. Et je peux les remplacer dans l'expression de la différentielle totale. Donc, ce qui implique que du sera égal à lambda px qui représente U' de x fois dx plus lambda py fois dy. Ok? Bah, autrement dit, du sera égal, je mets lambda en facteur, je factorise, donc ça me donne px fois dx plus py fois dy. Ok? Très bien, donc je garde cette expression, ok? Et après, j'applique le principe de la différentielle totale, cette fois-ci, à R. D'accord? Donc, on a, par ailleurs, R qui est égal à quoi? X Px plus Y Py. Donc là, vous remarquez avec moi que on sait que Px et Py sont fixés à l'avance. Donc, ce ne sont pas des variables, ce sont des constantes. Sont fixés à l'avance. Donc, ce sont des constantes. Ok? Donc, les seules variables que j'ai ici, si vous voulez, les seules variables qui restent, c'est quoi? C'est x et c'est y. D'accord? Donc, py et px, ce sont des constantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que R, elle dépend de quoi? De la variable x et de la variable y. Est égal à xpx plus ypy. Alors, pourquoi c'est très important de le préciser? Parce qu'on va calculer la différentielle totale de R. Et donc, comme il mesure l'impact de la variation des variables sur la fonction, on doit déterminer quelle variable j'ai déjà. Ok? Alors, les variables que j'ai, bien sûr, hein, donc c'est x et y. Très bien. Donc, dr sera égal à quoi dans ce cas-là? Alors, dr... la différentielle totale de R. Voilà. Alors, bon, je vais réécrire ici. Pardon. Donc, dr qui dépend de x, y. Donc, pareil, hein, on fait la dérivée de R par rapport à la variable x fois dx plus la dérivée de R par rapport à y fois dy. Ok? Comme la fonction d'utilité. Alors, quand je dérive R par rapport à x, ben, qu'est-ce qui reste? Bien sûr, Px. Donc, ça fait Px fois dx plus la dérivée de R par rapport à y. Donc, ça me donne Py fois dy. Et donc, dr sera égal, bien sûr, à Px fois dx plus Py fois dy. Or, j'ai du est égal à combien? Donc, je reprends mon expression de tout à l'heure, est égal à lambda px fois dx plus py fois dy. Donc, qu'est-ce que je remarque? Eh bien, px
dx plus py. dy, c'est quoi? C'est dr. Voilà, c'est exactement cette expression-là. Ce qui implique que du est égal à lambda dr. Et par conséquent, donc, lambda sera égal à du divisé par dr. Et j'obtiens donc l'expression que j'avais proposée au départ. Voilà la démonstration. Très bien. Donc, il faut travailler aussi les démonstrations hein, pour votre préparation parce que ça fait partie aussi des questions d'examen. D'accord? Très bien. Alors, lambda est égal à du sur dr. Alors, c'est l'utilité marginale donc du revenu. L'utilité marginale du revenu. Et donc, qu'est-ce qu'il mesure en réalité, économiquement parlant? Eh bien, de combien va varier l'utilité totale si le revenu varie d'1 dirham supplémentaire. Donc, il mesure de combien varie la satisfaction du consommateur ou l'utilité du consommateur si son revenu, si son revenu varie de 1 dirham supplémentaire. Voilà un petit peu l'idée. Très bien. Alors maintenant, à partir de cette formule, hein, donc on va voir à quoi ça sert hein, par rapport aux questions d'examen, etc. Eh bien, si je connais lambda et dr, c'est-à-dire la variation du revenu et lambda, je peux en déduire la variation de l'utilité. C'est-à-dire, si par exemple on me dit, si le consommateur, son revenu augmente de 50 dirhams, et vous connaissez lambda est égal à 0,5 par exemple, quel est l'impact sur l'utilité totale? De combien va varier l'utilité? Eh bien, donc du est égal à lambda fois dA. Je multiplie 0,5 fois 50. Ça veut dire que l'utilité va augmenter de 25. Voilà, donc cette formule, ça nous permet de mesurer soit la variation de U, si je connais lambda dr, soit la variation du revenu, si je connais la variation de l'utilité et lambda. Donc, si lambda est toujours égal à 0,5, et je voudrais augmenter la satisfaction du consommateur de 10, de combien je dois augmenter son revenu. Donc, si on veut augmenter son utilité de 10, il faut qu'il consomme plus. Et pour consommer plus, il faut que son revenu augmente. Donc, combien de dirhams supplémentaires je dois ajouter? Donc, je dois chercher dr. dr est égal à du sur, voilà, lambda. Ça fait 10 sur 0,5, ça fait 20. Donc, si je voudrais augmenter l'utilité de 10, il faut que j'augmente le revenu du consommateur de 20 dirhams. Et ainsi de suite, d'accord? Donc là, de manière générale, je vous donne les formules. Donc, si on cherche du, la variation de U, en général, c'est pour répondre à des questions de type, quel est l'impact d'une augmentation du revenu sur l'utilité? C'est-à-dire de combien va varier l'utilité? Ou si le revenu baisse, quelle est la conséquence pour l'utilité du consommateur? Donc, du sera égal à lambda dr tout simplement. Si maintenant je cherche dr, ça sera du qui va diviser lambda, le multiplicateur de Lagrange. Attention, tout ça c'est à l'optimum, d'accord? Très bien. Alors, bien sûr, pour chercher du et dr, on a besoin de connaître la valeur de lambda. Donc, à quoi est égal lambda? Toujours à l'optimum. Pour pouvoir utiliser ces deux formules, je dois calculer, déjà connaître la valeur de lambda. Donc, comment on calcule la valeur de lambda? Donc, à l'optimum, donc on peut travailler soit avec la première condition, hein, donc les conditions de premier ordre, comme on avait développé tout à l'heure. Donc, on sait que E' de x est égal à lambda px. Ce qui implique bien sûr que lambda sera égal à E' de x sur px, tout simplement. Voilà. Soit vous utilisez la deuxième condition hein, donc de premier ordre, hein, donc je le précise encore une fois ici, donc on travaille avec les conditions de premier, donc soit vous travaillez avec la première équation, voilà, soit la deuxième. Donc la deuxième, il nous dit U' de y est égal à lambda py, donc ce qui implique que lambda est égal à U' de y sur py, pareil, voilà. Donc, est-ce que je choisis un ou deux? La plus facile, hein, donc quand vous allez travailler dans votre examen, vous allez trouver par exemple que la première équation elle est plus simple que la deuxième, vous allez utiliser la première. Si vous trouvez l'inverse, c'est la deuxième qui est plus pratique, donc vous choisissez donc vous avez la liberté. Soit, voilà, donc je mets où? Soit la première, soit la deuxième, la plus facile pour vous, qui va vous faire gagner du temps le jour de l'examen. Ok? Très bien, donc allez, on va terminer avec une application pour illustrer tout ça. Ok, alors l'application, donc,
je vais, pour gagner un peu de temps, alors, on va juste lire l'énoncé. Je vais vous montrer l'énoncé. Après, bien sûr, je vais vous montrer comment construire la réponse. Okay? Alors, supposons, donc j'espère que c'est visible, voilà. Supposons qu'un consommateur exige de recevoir, pardon, ça c'est la condition d'optimalité, excusez-moi. C'est là. Ok. Très bien. Alors, donc, on a une fonction d'utilité x1 demi, y1 demi. Supposons que pour acheter 2 unités de x, d'accord, et y, donc 2 unités de x et 2 unités de y, il faut payer respectivement 16 dirhams et 8 dirhams, d'accord. Très bien. Avec son revenu, le consommateur donc dépense dépense la totalité, hein, donc 100% de R, la totalité de son revenu, dans la combinaison 20-10, donc ça c'est 10. Ok. Question, première question, donc ça c'est issu d'un examen. Déterminer la valeur de multiplicateur de Lagrange, donc j'utilise pas mal d'applications qui sont dérivées des examens des années précédentes, comme ça vous aurez une idée sur le genre de questions auxquelles vous devez faire face le jour J. Et donc, déterminer la valeur du multiplicateur de Lagrange. Deuxième question, quel est l'impact d'une augmentation de R de 100 dirhams sur la satisfaction, l'utilité du consommateur? De combien va échanger l'utilité du consommateur? Troisième et dernière question, de combien baissera le revenu si l'utilité doit baisser, bien sûr, de 27 unités. 27 unités, d'accord? C'est pas 90 ici, pardon, pour les rayures. Voilà donc nos 3 questions, ok? Très bien, donc on va essayer de donner la réponse, construire la réponse. Très bien. Alors, première question, on cherche la valeur du multiplicateur de la Lagrange, bien sûr. Très bien. Alors, donc, à l'optimum, donc toujours, hein, à l'optimum, n'oubliez pas, à l'optimum, on a, donc, je peux utiliser, comme j'ai dit, hein, donc soit la première équation, soit la deuxième. Donc, je vais travailler avec la première équation. Donc, on a la première condition de premier ordre implique que E' de x est égal à lambda px, comme je viens d'expliquer. Ce qui implique que lambda est égal à E' de x sur px, n'est-ce pas? Très bien. Alors, à quoi est égal justement hein, donc E' de x sur px? Donc, E' de x, on l'a ici. Bah, c'est l'utilité marginale. La dérivée de u par rapport à x est égale à la dérivée de x à la puissance 1 demi, y à la puissance 1 demi, voilà, prime par rapport à x. Donc, ça nous donne 1 demi, x à la puissance moins 1 demi, y à la puissance 1 demi. Voilà U' de x. D'accord? Très bien. Alors, ici, j'ai U' de x. Px est égal à quoi? Donc, on sait que 2 unités de x, il coûte, on a dit dans l'énoncé combien? Ben, il coûte 16 dirhams. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une unité de x, il va coûter combien? C'est-à-dire px, ben, px sera égal à 16 sur 2, ça fait 8. Ok? Très bien. Voilà, donc j'ai U' de x et px. Donc, lambda est égal à 1 demi, x à la puissance moins 1 demi, y à la puissance 1 demi sur 8. Mais la question qui se pose à moi ici, c'est quelle valeur je vais utiliser de x? Quelle valeur je vais utiliser de y? Alors, puisqu'on est à l'optimum, donc optimum oblige, parce que lambda, elle est définie à l'optimum, donc lambda sera égal à, toujours sur 8, 1 demi, x à la puissance x étoile, hein, donc c'est la quantité optimale que je vais choisir puisque je suis à l'optimum, moins 1 demi, y étoile à la puissance 1 demi. Voilà la formule avec laquelle je vais travailler. Donc lambda c'est 1 demi x étoile moins 1 demi, y étoile 1 demi sur 8. Alors maintenant la question qui se pose c'est à quoi est égal x étoile, y étoile. Alors en général, hein, donc
cette question de lambda vient après la question qui vous demande de calculer x étoile, y étoile, ça veut dire que c'est déjà calculé. Donc là, vous avez juste à prendre les valeurs que vous avez trouvées et les remplacer. Mais si vous n'avez pas ça, donc vous devez les calculer. Donc c'est ce que je fais ici dans cette application. Donc à quoi est égal x étoile, y étoile? Donc là, on va utiliser bien sûr donc la méthode qu'on a l'habitude de développer jusqu'à présent pour chercher la combinaison optimale. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Bon, je vais gagner du temps un petit peu, donc c'est pas la peine d'écrire tout le Lagrangien, etc. Donc là, je vais partir de la condition d'optimum. À l'optimum, on a dit que le TMS est égal à Px sur Py, n'est-ce pas? Et TMS, bien sûr, c'est U' de x sur U' de y, n'est-ce pas? Qui est égal à Px sur Py, donc directement. Donc ça donne quoi? Eh bien, on a 1 demi, x à la puissance moins 1 demi, y à la puissance 1 demi. Ça, c'est U' de x, je remplace. Et je dérive aussi par rapport à y, donc ça donne pareil, x à la puissance 1 demi, y à la puissance moins 1 demi, qui est égal à px sur py. Donc px, on a dit c'est 8, et pour py, ben, py pareil, hein, donc on a deux unités qui coûtent 8 dirhams, donc ça veut dire qu'une unité, il coûte 4 dirhams, donc ça fait 8 sur 4, ça fait 2. Et là, je peux simplifier par 1 demi, donc ça me donne x à la puissance moins 1 demi, x à la puissance 1 demi va monter avec le signe moins, donc ça fait x moins 1 demi, comme on a déjà expliqué, donc je vais un peu vite sur ça. Y à 1 demi ne change pas. Ici, 1 sur y à la puissance moins 1 demi, ça devient y à la puissance 1 demi qui est égal à 2. Ce qui nous donne x à la puissance moins 1. Ok. J'espère que c'est dit, voilà. Et y, 1 demi, est égal à 2. Ce qui implique que y sur x est égal à 2. Donc, y est égal à 2x, n'est-ce pas? Très bien. Donc là, c'est un petit peu ma quatrième équation. Donc, si vous vous rappelez de la démarche. Donc, on remplace y dans la contrainte budgétaire. Alors, la contrainte budgétaire, qu'est-ce qu'il me dit? C'est R est égal à x, px plus y, py. J'ai px, j'ai déjà calculé, qui est égal à... Non, x c'est 8. Voilà, c'est 8. X plus 4y. Mais il me manque R. Je ne connais pas la valeur de R. Mais dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, on cherche la valeur de R. Donc, R, on me dit en fait que le consommateur, il dépense 100% de son revenu dans la combinaison 20-10. Ok? Donc, 100% du revenu pour acheter la combinaison 20-10. N'est-ce pas? Très bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la combinaison 20-10, elle est accessible. Hein? Donc, elle épuise totalement le revenu du consommateur. Autrement dit, donc ça, si c'est A, par exemple, la combinaison A. Donc, je vais écrire que R est égal à DA. DA, c'est quoi? C'est le coût d'achat. Combien je paye pour acheter la combinaison A. Très bien. Donc, R sera égal à quoi? PX fois la quantité, combien je paye pour une unité de x, fois la quantité de x dans la combinaison A, c'est-à-dire XA, plus PY fois YA. Donc, le prix d'une unité de Y fois la quantité du bien Y dans la combinaison A. Et après, je remplace XA par sa valeur 20 et YA par sa valeur 10. Et ça va me donner, bien sûr, la valeur du revenu. PX est égal à 8, fois XA, c'est 20, plus le prix du bien Y, donc 4, fois la quantité de Y, c'est-à-dire 10. Et donc, R sera égal à 160 plus 40, ça fait au total 200 dirhams. Et là, j'obtiens mon revenu. Ok. Donc, même si on ne vous donne pas la valeur du revenu directement, donc cherchez, voilà, s'il y a une combinaison dans le prix d'achat ou le niveau de dépense égal au revenu. Après, il suffit de remplacer. Donc là, je reviens à ma contrainte. Donc, ça fait 200 qui est égal à 8x, n'est-ce pas, plus 4y. Et je remplace. Qu'est-ce que je remplace? Je remplace y par sa valeur. À quoi est égal y? Eh bien, à 2x. C'est ce qu'on a établi. Donc, ça fait 8x plus 8x, ça fait 16x. Et donc, j'aurai x étoile qui est égal à quoi? 200 sur
16, bien évidemment, qui est égal à 12,5. Voilà la valeur de x étoile. Après, je peux en déduire la valeur de y étoile, qui est égale à 2x étoile, donc est égal à 25. Voilà donc les valeurs de x étoile et y étoile qui me manquent. Et donc là, je peux revenir à mon expression. Donc lambda est égal à 1 demi, n'est-ce pas? X étoile, ben, c'est 12,5 à la puissance moins 1 demi. Et y étoile, 25 à la puissance 1 demi. Le tout divisé par 8. Alors ça donne combien? Ben, directement, donc je vous donne le résultat pour gagner du temps. Puisqu'on va bientôt terminer la vidéo. Donc, ça fait 0,09 pour lambda, n'est-ce pas? Très bien. Voilà la valeur de lambda, comment on la calcule. Donc, n'allez pas calculer du sur dr, parce que ça, c'est pour calculer cette formule, c'est pour calculer soit la variation de u, soit la variation de r. Mais pour chercher la valeur de lambda lui-même, donc, on utilise ça. Donc, les conditions de premier ordre. Très bien. Alors, maintenant, hein, donc, deuxième question. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Quel est l'impact d'une augmentation de R? Donc, j'augmente R. J'augmente R de combien? Ben, de 100 dirhams. Ça veut dire que dr est égal à combien? La variation de R sera égale à plus 100. J'ai une augmentation. Quel est l'impact sur l'utilité? De combien va varier l'utilité? Donc, on cherche la variation de U. C'est-à-dire qu'on cherche du. C'est ça l'inconnu. C'est un petit peu le même principe que pour le TMS ou pour la pente, les variations de Y, les variations de X. Ici, c'est les variations de R et les variations de U. Donc, du est égal à quoi? On a déjà la formule générale, donc j'applique lambda dr. Lambda, c'est 0,09 fois plus 100 le revenu. Donc, ça nous fait plus 9, bien sûr. Plus 9. Donc, ça veut dire quoi? Si j'augmente le revenu de 100 dirhams, la satisfaction va augmenter de 9 unités du consommateur, bien sûr. Ok, très bien. Donc ça, c'était la deuxième. Dernière, voilà, question. Alors maintenant, on vous dit qu'on va baisser l'utilité de 27 unités. Donc on baisse l'utilité, je traduis les mots-clés, de 27 unités. Ça veut dire qu'il y a une variation de l'utilité qui est égale, qui est négative parce qu'on a une baisse, moins 27, n'est-ce pas? De combien il faut baisser le revenu? C'est-à-dire, à quoi est égal dr? Donc, dr, j'applique la formule, tout simplement, ça fait du sur lambda. Vous voyez, c'est du remplacement après. Donc, ça fait moins 27 sur 0,09. Et donc là, j'obtiens au final moins 300. dr est égal à moins 300. Ça veut dire quoi? Si on veut baisser l'utilité de 27 unités, ok, ben il faut baisser le revenu de 300 dirhams. Ok. Voilà, donc chaque fois que vous avez ce genre de questions dans l'examen, quel est l'impact d'une augmentation du revenu, hein, pas la quantité, mais le revenu directement sur la satisfaction, ou de combien il faut baisser ou augmenter le revenu pour avoir plus ou moins de satisfaction, d'utilité. Donc il faut travailler toujours avec le multiplicateur de Lagrange, c'est-à-dire l'utilité marginale du revenu. Bien, donc on va arrêter à ce niveau-là, et donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.